Je crois que la première, c'est alors que j'étais à l'université à Besançon, je vois une annonce. On cherche des jeunes pour participer à l'année géophysique internationale en Antarctique. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi? J'ai posé ma candidature, quelques examens, entretiens à Paris, et on m'a pris. Et donc ça, c'était vraiment, pour moi, marquant, parce que ça voulait dire passer une année entière, 18 mois hors de la France si on compte les allers-retours, mais une année entière avec 2 camarades dans une petite baraque installée au cœur de l'Antarctique, à 3, 20 mètres carrés de surface. Et lorsqu'on ouvre la porte, il fait moins 40 dans le couloir. Et ce qui conditionnait la vie, c'était le vent, le chasse-neige, les tempêtes. Quand il fait jusqu'à moins 60, s'il y a un peu de vent, on essaie de ne pas aller trop loin, sinon on se perd. C'était en Terre Adélie, mais à 400 km de la côte et 2500 mètres d'altitude, température moyenne annuelle moins 40, et l'hiver jusqu'à moins 60, 70. À ce moment-là, l'Antarctique n'avait pas été explorée. L'année géophysique, c'est un effort d'une vingtaine de pays qui ont choisi d'étudier ensemble différents secteurs de l'Antarctique. Parce qu'avant, il n'y avait eu que les explorateurs dont le but était de découvrir, de traverser. Et donc, on avait dans notre petite baraque quelques instruments, on sortait, on faisait des prélèvements, on mesurait la quantité de neige qui tombait, des choses relativement élémentaires. On a fait un progrès en étant capable de mesurer l'épaisseur de la neige qui devient glace en profondeur. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un peu plus, enfin pas trop loin de 3 km d'épaisseur de glace sous nos pieds. La neige allait vers la côte, mais très lentement, quelques mètres par an. On ne s'en est pas rendu compte. Donc c'est une année où moi j'ai en tout cas appris 2 choses. D'abord, j'ai commencé à m'intéresser aux recherches, aux petites choses que j'avais ramenées, les échantillons dont on a fait des analyses, et surtout s'habituer à vivre ensemble dans un petit espace, jour et nuit. Et par exemple, au bout des mois, on avait pu établir une liaison radio avec la base côtière du Mont d'Urville, eh bien, lorsqu'on parlait, tout le monde entendait bien sûr ce que racontait son copain. Donc c'était vraiment une proximité extrêmement proche. Voilà. Et ça m'a appris à vivre ensemble, même dans des conditions difficiles. Et nous sommes restés des amis jusqu'au bout. Les Américains m'ont invité à participer à un raid d'exploration. J'étais le seul Français dans une équipe de 8. Et là, on a commencé à faire des prélèvements et ramener des échantillons qu'on a analysés. Et là, on a fait les découvertes. À savoir que dans la glace, la neige se transforme en glace à une centaine de mètres de profondeur, elle se tasse. Et bien dans la glace, il y a des trésors. Le premier trésor, c'est sa composition. C'est-à-dire qu'on étudie les variétés d'éléments H, eau, qui constituent la glace, qui est de l'eau solide. Eh bien, les mesures de ces rapports nous donnent la température du passé. C'est ce qu'on est arrivé, c'est ce qu'on a découvert. Parce qu'en même temps, on mesurait la température où on passait, quelle était la température moyenne. On faisait les échantillons, ils étaient analysés en France. Et à notre grande surprise, il y avait un lien entre la composition de cette glace au point de vue isotope et la température. Ça, c'était vraiment une
chose extraordinaire. La chose essentielle et marquante aussi, c'est que un jour, à la côte, en buvant un whisky, dans une caravane, nous étions une petite équipe à l'abri le soir, et quand j'ai mis un petit échantillon de glace dans le whisky, j'ai vu les bulles s'en échapper. Et je me suis dit, mais ces bulles, peut-être qu'elles sont les témoins de la composition de notre atmosphère au moment où la glace s'est formée. Alors ça, il nous a fallu un petit moment pour le confirmer, mais ça a été une véritable découverte. Non seulement on était capable de reconstituer la température du passé, mais aussi la composition de l'atmosphère et notamment les impacts des activités humaines. Par exemple, on retrouvait les retombées radioactives au pôle Sud, il n'y avait personne, mais qui venaient de l'Europe, à travers le ciel. Et puis, la composition de cette atmosphère, où effectivement, on a vu qu'une des choses qui allait être importante, c'était les gaz à effet de serre. Vous savez, le CO2, le gaz carbonique, donc, par exemple, qui est émis à la suite des activités humaines, la combustion, les fumées, les rejets de toutes sortes. Et ça, on a pu établir effectivement l'histoire de ces variations et relier ça à la hausse des températures sur place, mais aussi sur la planète entière. Alors que la planète était dans la période de guerre froide, que les Russes, les Américains, les Européens ne se parlaient pas, c'était la guerre, eh bien j'ai été capable de monter une expédition en Antarctique avec des avions de l'US Air Force qui m'ont amené dans la base soviétique de Vostok, faire des prélèvements et revenir me chercher. Et ça, c'est quelque chose qui paraissait impossible, absolument, et qui a été fait parce que je crois que l'Antarctique, il y a quand même eu un traité qui dit que c'est un continent dédié à la paix et à la recherche, et que là, tout le monde a joué le jeu. Ce que je proposais a intéressé Russes et Américains, et ils m'ont donné les moyens de mener à bien ce projet. Depuis des années, les expéditions soviétiques faisaient des trous dans la glace. Ils remontaient des carottes et les stockaient. Mais ils ne s'intéressaient pas à la glace. Ce qui les intéressait, c'était de voir sous la glace, à plus de 1000 mètres de profondeur, est-ce qu'il y avait des ressources dans le sol qu'on pouvait exploiter, pétrole ou je ne sais quoi. Les carottes étaient là, elles n'étaient pas utilisées. Et quand je suis arrivé là-bas lors de ce voyage, je n'en revenais pas. Ils avaient quand même conservé les carottes, elles étaient là. Et en buvant un verre de vodka avec eux, ils m'ont dit « Claude, tu peux prendre ces carottes si tu veux. » On a donc fait des transports à la côte avec l'avion américain jusqu'à la base du Mondionville française. On a ramené les échantillons en France avec le bateau français, bien sûr. Et là, les analyses ont été faites. Et c'est là qu'on a trouvé la composition de l'atmosphère, l'importance du CO2, les poussières, la composition de l'air, tout ce que vous voulez. Et c'est venu de là. Eh bien, d'abord, c'est qu'on est capable d'explorer jusqu'à 1 million d'années. Et ça, bien sûr, ce genre d'active n'existait pas. Hein. On remonte loin dans le temps, donc une série de temps importante, qu'il n'y a nulle part ailleurs. Il n'y a que les glaces antarctiques qui permettent d'avoir cette
cette échelle de temps, je dirais, pour reconstruire le climat. Et ensuite, il y a ce que l'on mesure. C'est pas dans les neiges tempérées qui ensuite vont fondre qu'on peut faire des analyses sur effectivement quelle était la constitution, quels étaient les atomes, qui est leur pourcentage dans la neige puis la glace. Il n'y a qu'en Antarctique qu'on peut faire ça. Et puis surtout, quelle était la composition de l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y avait dans notre atmosphère. Et ça, il n'y a que dans la glace. Ce n'est pas non plus dans les fonds marins, ni dans les anneaux d'arbres qu'on va trouver cette réponse. C'est le seul endroit où cette information a pu être découverte. D'abord, il faut développer une capacité de carottage, c'est-à-dire de descendre dans la glace et de remonter des échantillons. Vous savez, les carottes de glace, c'est une dizaine de centimètres de diamètre. Il faut descendre sur 1 kilomètre, il faut du temps. Il faut remonter, des fois le carotier est coincé, et ainsi de suite. Bon, mais effectivement, on en est à peu près à 1 million d'années d'histoire. Et 1 million d'années, c'est beaucoup, parce qu'il y a là-dedans une demi-douzaine de cycles climatiques naturels. La planète qui tourne autour du Soleil, eh bien, elle change de climat. Il y a des périodes chaudes tous les 100 000 ans qui sont suivies de périodes glaciaires, et on a enregistré effectivement tout ceci dans les glaces de l'Antarctique. Si je savais ce qu'ils doivent découvrir, j'aurais essayé de le faire. Mais si vous voulez, d'abord, il y a un progrès des techniques. Bon, avant, on ne savait pas mesurer un certain nombre de choses qu'on sait mesurer. Ça, c'est un progrès, un problème général des équipements des laboratoires. De nouvelles mesures sur mettons, des gaz, parce qu'on parle toujours du CO2, mais il y a le méthane qui est tout aussi important. Et on l'a mesuré aussi, ce méthane. Mais il y a donc toute l'atmosphère, c'est pas mal de gaz dans l'atmosphère. Donc il reste plein de choses à faire. Ensuite, les particules. Quelles sont leurs caractéristiques? D'où elles viennent? Des montagnes emmenées par le vent, des orages dans l'atmosphère, tout ça est à faire, reste à faire. On est loin d'avoir bouclé la chose. Simplement, maintenant, effectivement, il y a des bases permanentes en Antarctique, et donc on peut plus facilement, effectivement, poursuivre ce genre de travaux. Quand on allait là-bas pour 2-3 mois, qu'on parcourait 1 millier de kilomètres, on ramenait des échantillons, ce qu'on pouvait, qu'il fallait ramener en France sans qu'ils fondent. Et puis, ça limitait beaucoup les idées qu'on avait. Puis les idées, elles viennent, vous savez, les uns des autres. Quand moi, je me suis dit, ces bulles d'air, c'est peut-être l'atmosphère du passé, il n'y a personne qui l'avait dit. Pourtant, il y en a qui avaient fait fondre la glace avant. La composition de l'atmosphère et bien d'autres choses dont j'ai déjà un tout petit peu parlé, les retombées radioactives, le trou d'ozone, qui est quelque chose dont on a beaucoup parlé à un certain moment, et qui témoigne qu'effectivement, l'homme et ses activités ne fait pas bon ménage avec son atmosphère. Et on voit bien le moment où ça commence, c'est-à-dire le début du 19e siècle, où l'on entre dans ce qu'on appelle l'Anthropocène, la période dans laquelle nous sommes maintenant toujours. Et dans cette période, eh bien, l'homme détruit de plus en plus l'environnement de la planète sur laquelle il vit. Alors, bon, on vit quand même, hein. C'est vrai, il y a quand même eu des progrès dans les techniques utilisées, les économies d'énergie,
mieux utiliser le solaire. Et puis, il y a eu des épisodes quand même assez catastrophiques. Quand vous retrouvez au pôle Sud les retombées des explosions nucléaires qui sont faites dans l'hémisphère nord, pas loin de notre pays, et que ça arrive jusqu'au bout du monde de l'autre côté, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'homme est en train de modifier son environnement. Et donc, tout ceci, finalement, a conduit quand même, après bien d'autres choses, au fait que maintenant, protéger, limiter le réchauffement climatique est devenu une priorité qu'affichent tous les gouvernements, je dirais, et les scientifiques. Forcément, j'ai rencontré beaucoup d'hommes politiques en allant du ministre qui était à l'époque jusqu'au président de la République, parce que rentrant de l'Antarctique, il y avait eu quand même une prise de conscience sur le coup. Mais ça ne suffit pas pour changer les choses. Et même maintenant, où tous les présidents, le nôtre, Obama, les Russes, tout le monde dit on va arrêter ces émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas si facile que ça. On n'a pas de solution sous la main, et donc il faudra encore du temps. Ça coûtera de l'argent aussi, et il faut inventer de nouvelles techniques. Donc c'est encore un long chemin pour passer d'une décision de principe, en tout cas que l'on exprime, à une action qui soit efficace. Ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Dire ce qu'on a comme solution maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, réduire la consommation d'énergie, mais aussi inventer de nouvelles sources d'énergie, utiliser plus fréquemment les sources d'énergie qui sont basées sur le rayonnement solaire, sur les vents. Tout ça ne fonctionne pas encore. On commence à voir au bord de l'océan, effectivement, ce genre de sources d'énergie qui se développent. Il y a les vents, il y a les courants marins, il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, des progrès qui coûtent aussi un peu d'argent, bien sûr, mais on a encore des solutions sur la façon de réduire les consommations d'énergie et les impacts des consommations. Et ça, il faudra bien s'y mettre. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on est là, on ouvre le robinet, on ouvre l'eau chaude, on se plonge les pieds dans la baignoire, bon, tout va bien, mais il faut qu'effectivement, l'effort est tel que il faut qu'il y ait une motivation générale et que chacun, autant que possible, y participe. Ce n'est pas quelques-uns qui vont... Il y a des milliards d'habitants sur la planète. Il faut qu'il y ait un peu un élan. Cet élan, il existe maintenant. Il existe en tout cas dans les propos de nos responsables, des présidents de République, ici ou aux États-Unis ou même en Russie, mais il faut les mettre en action. Et là, ça implique effectivement des changements, peut-être réduction partielle du bien-être, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution. Et bien sûr, personne n'a envie de changer ses conditions de vie, de faire des efforts. Et tant qu'on se sent à peu près bien, ça va. Et il y a une chose qui, je crois, est importante, c'est qu'on débouche derrière tout cela vers un problème social, qui est, il faudra qu'il y ait plus d'égalité entre les pouvoirs,
les moyens qu'ont les populations. Vous n'allez pas convaincre des personnes isolées dans les forêts de ne pas brûler du bois s'ils n'ont pas d'argent. Non. Il faut en même temps œuvrer vers une société plus juste, je dirais. Et ça, c'est un effort encore autrement considérable, mais qui se fera peut-être petit à petit. Peut-être pour terminer sur une chose moins négative, c'est qu'il y a une prise de conscience maintenant. On voit les pourcentages. Avant, on parlait de réchauffement climatique, personne n'y croyait. Maintenant, il y a une majorité de gens qui y croient. Et ça change quand même les choses. Et semble-t-il, ceux qui sont particulièrement sensibles, c'est les jeunes et les profs, parce qu'eux ont à enseigner. Et les jeunes, il semble qu'ils ont une plus grande majorité que les anciens, qui n'ont pas envie de bouger, eh bien, ils sont prêts à faire un pas.